Yann Bubien, bonjour. Bonjour. La gestion des crises hospitalières, le Covid, la responsabilité de directeur de CHU, la vie en cabinet ministériel, notre santé en 2022, on va parler de tout ça. Yann Bubien, vous êtes directeur général du CHU de Bordeaux depuis plus de 2 ans. Vous avez été directeur de cabinet adjoint de Roselyne Bachelot, Xavier Bertrand et Agnès Buzyn. Vous êtes une figure de notre système de santé. Yann Bubien, comment fait-on pour vivre sereinement l'ensemble des crises que vit notre système de santé ? Il faut garder un certain calme et une certaine sérénité. Vous avez raison, parce que ça fait maintenant presque 2 ans qu'on vit cette pandémie Covid-19. Tous les jours, nous avons des cellules de crise. Depuis 2 ans, tout le CHU, comme les autres centres hospitaliers français et européens et internationaux, vivent au rythme, au gré de cette épidémie qu'on ne connaissait pas en janvier 2020, quand on a eu le premier patient, le 24 janvier 2020, ici au CHU de Bordeaux, le premier patient français au CHU. Et donc depuis, on vit au rythme de cette crise avec sans arrêt des changements, des vagues. On est à la 5e vague aujourd'hui. C'est vrai que c'est très difficile, et c'est très difficile évidemment pour les institutions, pour les directeurs, mais surtout évidemment pour les professionnels de santé, pour l'ensemble des hospitaliers qui vivent avec difficulté aujourd'hui cette 5e vague, parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu comme le film Un jour sans fin. On a l'impression sans arrêt de se réveiller, de recommencer toujours la même chose. Et on a vécu des périodes extrêmement différentes entre le début, entre janvier 2020 et aujourd'hui, 2 ans plus tard. On voit que ça a bien changé. On a vu ces images de vous habillé presque comme un cosmonaute. C'était le début de cette période. C'est vrai, vous avez raison. Au tout début, on ne connaissait pas du tout ce virus. Et quand on a reçu le premier patient français au CHU de Bordeaux, on a pris les précautions maximales. Et c'est vrai qu'on avait des sortes de scaphandres pour tous les soignants, avec une chambre très sécurisée après son négative, avec plusieurs sas. Voilà. Bon, maintenant on connaît mieux le virus, qui entre-temps a varié plusieurs fois. Aujourd'hui, on ne sait pas encore totalement ce que sera le variant Omicron, mais on voit bien que de toute façon, on vit au rythme de ce Covid. Et toute la difficulté quand on est directeur général d'un CHU aussi gros que celui de Bordeaux, mais c'est le cas aussi pour tous les établissements de santé. Et bien aujourd'hui, ce qui est très difficile, c'est de répondre à l'urgence, aux urgences du quotidien, au rythme que nous impose ce Covid-19. Et en même temps, il faut penser au futur, il faut penser à l'avenir, il faut penser aux autres pathologies, parce qu'il ne faut pas les oublier aussi. Il y a beaucoup de monde qu'on doit soigner également. Il n'y a pas que le Covid-19. Alors, on va en parler. Le CHU de Bordeaux figure régulièrement en tête des classements hospitaliers. Vous avez été longtemps premier, puis cette année vous êtes 2e dans le classement du Point. Comment fait-on pour se maintenir à ce niveau d'excellence ? Alors, ça fait longtemps effectivement que le CHU de Bordeaux est toujours classé parmi les 3 premiers. Ça fait 10 ans dans tous les classements, que ce soit Le Point ou les autres magazines, même étrangers d'ailleurs, puisque Newsweek fait tous les ans les meilleurs hôpitaux du monde, et Bordeaux est toujours extrêmement bien classé. Alors comment on fait ? On le doit d'abord aux équipes médicales, aux équipes médico-soignantes, à l'ensemble des hospitaliers qui travaillent extrêmement bien. On a à Bordeaux un écosystème qui est très favorable. D'abord une université puissante, qui l'est depuis très longtemps, une faculté de médecine, de pharmacie, d'odontologie, des écoles paramédicales, 40 instituts de formation qui sont de très haut niveau depuis très longtemps, et donc ça contribue bien entendu à la grande qualité des professionnels de santé du CHU de Bordeaux. Le CHU de Bordeaux, c'est 15 000 personnes aujourd'hui. C'est une taille qui est considérable. On est en gros le 5e, 6e CHU en taille sur les 32 CHU français. Mais on a un excellent écosystème ici qui fait qu'on travaille en bonne intelligence avec tout le monde, avec les collectivités territoriales, avec la ville de Bordeaux, avec la région Nouvelle-Aquitaine aujourd'hui, avec l'université, avec l'ensemble aussi, on en reparlera peut-être, mais de l'industrie et des start-up en santé qui se sont développées
à Bordeaux et avec lesquels on travaille de manière très intéressante au CHU de Bordeaux. Alors, on est dans l'actualité. Le CHU de Bordeaux, dans le cadre du Ségur de la santé, perçoit 240 millions d'euros pour investir. On parlera du volet rémunération tout à l'heure. C'est une somme conséquente. Quels sont les 2 ou 3 projets majeurs dans lesquels cette allocation s'investit ? Oui, vous avez raison. Alors, le CHU de Bordeaux, c'est un des meilleurs en France, mais on a besoin d'infrastructures nouvelles. Un CHU moderne a besoin d'équipements de pointe, d'équipements de haute technologie et d'avoir évidemment des conditions de travail qui soient les meilleures possibles pour l'ensemble des professionnels de santé qui y travaillent au quotidien. Dans le cas du Ségur de la santé, on a obtenu une enveloppe considérable. C'est même plus que 240 millions d'euros puisque le Premier ministre et le ministre de la Santé, Olivier Véran, ont annoncé 300 millions d'euros d'aide pour le CHU d'Euro, 290 millions exactement. Voilà, on a des investissements sur 10 ans à hauteur d'1,2 milliard d'euros. On va reconstruire l'ensemble du CHU de Bordeaux. Pour être simple, il y a 90 000 mètres carrés qui vont être construits, qui n'existent pas aujourd'hui et qui vont être construits. Et il y a 90 000 mètres carrés qui vont être entièrement rénovés. Avec ça, en 10 ans, on va obtenir un CHU progressivement qui va être à la pointe de la technologie et à la hauteur des demandes des patients, parce qu'aujourd'hui on a des patients qui veulent évidemment des chambres et un confort qui soit adapté aux conditions actuelles, et ils veulent évidemment la qualité des soins. Et il faut offrir les deux. Il faut une grande qualité des soins que nous avons au CHU de Bordeaux, et puis des conditions de vie, des conditions de travail pour les professionnels et des conditions d'accueil pour les patients qui soient à la hauteur de cette performance médico-soignante que nous avons au CHU de Bordeaux. Je crois que ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est vraiment de combiner les deux. Il nous faut un hôpital très technologique, très performant, avec les meilleurs outils du monde, et en même temps un hôpital très humain, un hôpital adapté à la demande aujourd'hui du patient, un hôpital aussi qui s'adapte et qui offre une médecine personnalisée, qui offre des soins personnalisés à l'ensemble de nos patients. Alors, le Ségur de la santé, c'est au niveau national 10 milliards d'euros pour les revalorisations salariales, 19 milliards pour les investissements, et pourtant on dit que le Ségur de la santé n'a pas éteint la grogne à l'hôpital. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez ici ? Oui, en tout cas, vous avez raison de le dire. C'est le Ségur de la santé, c'est un investissement, moi, que j'ai jamais vu dans toute ma carrière. Ça fait 20 ans que je travaille dans les hôpitaux publics et je n'ai jamais vu des sommes aussi considérables investies. C'est vraiment à la hauteur de ce qu'on a fait dans les années 60-70, quand on a investi énormément d'argent dans les hôpitaux. Donc c'est à la fois le Ségur de la santé, c'est deux choses. C'est évidemment les revalorisations salariales qui sont conséquentes, qui sont importantes, et puis c'est des investissements hospitaliers qui sont également importants. Les revalorisations salariales, elles ont eu lieu tout de suite, elles se sont faites immédiatement, et ça c'est une prouesse aussi, très souvent, et moi qui ai vécu dans le monde politique ministériel, c'est vrai que souvent ça s'applique avec quelques mois de retard. Là, il y a eu une application quasi immédiate qui est fort intéressante. Et puis il y a ces investissements à plus long terme qui vont durer, comme je vous le disais, pour le CHU de Bordeaux, ça va durer 10 ans, donc on ne verra pas les effets immédiatement, mais on sent quand même les effets. Alors, vous avez raison, pour autant, on ne peut pas dire que ça ait calmé, comme vous dites, la grogne. Je ne sais pas si c'est une grogne, mais c'est vrai que les hospitaliers, il faut bien comprendre que d'abord il y a eu du retard depuis des années. Il y a des investissements qui n'ont pas été faits à certains moments, sans doute. Il y a eu des revalorisations salariales méritées qui arrivent maintenant et qui ne sont peut-être pas encore à la hauteur de ce qu'attendent l'ensemble des professionnels de santé. Ce qui se passe surtout, c'est que après ces 2 ans de crise pandémique, il y a une grande fatigue du personnel médico-soignant, il y a une lassitude, il y a un énervement parfois,
Et c'est vrai que les revalorisations, parfois, elles semblent pas être à la hauteur des demandes, des attentes de l'ensemble des professionnels. Néanmoins, ce sont des revalorisations qui sont conséquentes. Pour une infirmière, c'est en gros 300 € net de plus par mois. Moi, je n'ai jamais vu de revalorisation comme ça depuis 30 ans, donc c'est assez important. Et si on prend, par exemple, pour un médecin, l'indemnité de service public qui était de 400 € par mois, elle est aujourd'hui de 1 000 € par mois. Et vous voyez, c'est assez conséquent. Toutes les grilles salariales ont été revues, notamment les grilles de départ, c'est-à-dire pour ceux qui rentrent dans la carrière, qu'ils soient infirmiers, aides-soignants, qu'ils soient médecins. Et puis les fins de carrière, parce que les fins de carrière, elles étaient bloquées très tôt à 55 ans, on était bloqué et on ne pouvait pas avancer dans sa carrière. Et là, donc là, les échelons ont été revus de manière à pouvoir augmenter encore sa rémunération dans les dernières années de carrière. Et là où il y a un petit problème, c'est que les milieux de carrière en ont moins, c'est moins visible, moins net, à part pour les indemnités dont je vous parlais à l'instant, ce qui fait qu'il y a parfois un mécontentement. En tout cas, moi, je salue et je remercie ce gouvernement qui a revalorisé comme jamais, qui nous permet aujourd'hui d'investir dans l'hôpital public. Moi, je crois en l'hôpital public, je crois en la santé parce qu'on a besoin de plus en plus de santé partout dans le monde et dans tous les pays occidentaux et en France, on a besoin de plus de santé. On en aura besoin encore plus dans les années qui viennent. Et la santé, c'est d'abord les professionnels de santé. Et on a besoin des 150 professions médicales et paramédicales, administratives, médico-techniques, techniques, qui travaillent dans les hôpitaux. Il y a 150 professions à peu près. On a tous les métiers qui puissent être. Et on a besoin de toute cette chaîne. On a besoin de tous les professionnels de santé pour avoir une santé de qualité, pour offrir des soins de qualité à l'ensemble de nos citoyens. Et évidemment, sans regarder les ressources de chacun. Alors vous le dites, aujourd'hui la santé est au cœur de l'activité, de l'actualité politique, et donc d'un certain nombre de polémiques. Sujet de polémique, en tout cas de débat, c'est le nombre de lits fermés. On a parlé, alors comme toute polémique, les chiffres valsent, on est allé de 20% de lits fermés à 6% selon les régions, etc. Pouvez-vous nous dire ce qu'il en est ici, au CHU de Bordeaux ? Bon, d'abord, ces chiffres, ils ont été depuis revus plutôt à la baisse d'ailleurs, parce qu'il y a eu une annonce de 20% de lits fermés qui n'était pas la réalité nulle part. Mais peu importe. La polémique, c'est qu'en fait, il y a trop de lits fermés actuellement, alors qu'on a besoin de lits, on a besoin de lits d'aval notamment. Et voilà. Si on prend le CHU de Bordeaux, pour être clair, on a 10% de lits fermés aujourd'hui. 10% de lits fermés pour plusieurs raisons. D'abord, il y a des services qui sont en plein travaux. Donc, les lits, les chambres et les ailes d'hospitalisation sont fermées pour cause de travaux. On a des chambres fermées également, des lits qui sont fermés pour cause de Covid. Parce que par exemple, quand on avait des chambres doubles, ces chambres doubles sont devenues des chambres simples. Et donc vous perdez un lit systématiquement quand vous transformez une chambre double en chambre simple. Et puis après, et ça c'est le point majeur et le point le plus difficile, et en fait sur lequel surfe cette polémique, d'ailleurs à juste titre, parce que c'est un vrai problème que nous avons tous, c'est des lits fermés pour cause soit de vacances de poste, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à recruter notamment des infirmiers en ce moment. On a une vraie difficulté depuis le mois de septembre dernier, donc ça fait 4-5 mois là qu'on est en difficulté sur les recrutements, sur les vacances de poste, et puis on a un absentéisme qui a augmenté. Si je prends l'exemple du CHU de Bordeaux, on avait une moyenne d'absentéisme pour les paramédicaux, je parle simplement des paramédicaux, on avait une moyenne à 8%, on est passé à 10%, vous voyez, en quelques mois. Et c'est énorme, parce que ça fait évidemment plusieurs centaines de personnes. Mais on parle, donc là aussi au niveau national, d'un tiers de postes de paramédicaux vacants. Ça veut dire que, si ce chiffre est avéré, c'est qu'on a un tiers de manque d'effectifs pour lequel on a les postes. Alors, c'est pas le cas du tout au CHU de Bordeaux. Un tiers, je ne sais pas dans quel établissement on a un tiers de personnel manquant, mais nous c'est moins que ça, mais néanmoins ça perturbe terriblement nos services d'hospitalisation.
On a des blocs fermés parce qu'on n'a pas suffisamment de soignants. On a des lits fermés et des ailes et des unités fermées parce qu'on n'a pas assez de soignants. Et aujourd'hui, on est en vraie difficulté parce que à la fois quand vous avez une activité, l'activité quotidienne courante qui est déjà à un niveau assez élevé. Qu'en plus, vous avez le Covid qui revient avec aujourd'hui plus de 80 personnes qui sont hospitalisées pour Covid au CHU de Bordeaux, dont une quarantaine qui sont en réanimation. Vous voyez, ça surajoute encore l'activité. Et puis vous avez la période hivernale qui classiquement regroupe tous les virus hivernaux. Par exemple, on a des difficultés actuellement aux urgences pédiatriques et dans les services de pédiatrie parce que il y a la bronchiolite, parce que il y a beaucoup de problèmes de pathologies respiratoires en ce moment. Et puis par ailleurs, comme ça fait 2 ans qu'on est en période Covid, qu'il y a eu plusieurs fois des déprogrammations, qu'il y a eu des reprogrammations, puis des déprogrammations. Et aujourd'hui, il y a un rattrapage qui se fait parce que naturellement, il y a eu des personnes qui ont retardé quand ça n'était pas urgent et qui aujourd'hui, par contre, ça peut être un peu plus urgent, ça peut être nécessaire ou en tout cas, on peut avoir besoin de cette opération, par exemple, qui n'était pas urgente il y a 3 mois ou 6 mois, mais qui maintenant peut l'être. Et donc voilà, on se retrouve avec toutes ces difficultés-là. Et par ailleurs, de l'autre côté, sur l'offre de soins, eh ben, on a des blocs fermés, on a des lits fermés, on a des lits d'aval surtout fermés parce que une des grandes difficultés que nous avons depuis des années, c'est pas nouveau comme sujet. Et c'est pas dû au Covid parce qu'il y a quand même beaucoup de sujets qui étaient là, qui étaient préexistants au Covid. Le Covid, il a mis sous cloche certaines réalités que nous n'avons plus regardées pendant cette période-là. Et puis il a aussi été révélateur de vrais problèmes dont on s'est rendu compte à ce moment-là. Donc la grande difficulté aujourd'hui, c'est de trouver des professionnels de santé, notamment paramédicaux, qui veulent bien travailler dans nos établissements. Donc on est effectivement dans une période qui est très tendue à cause de ces difficultés de ressources humaines. Alors on a ouvert, pourtant, on essaye de recruter à tour de bras, on essaye d'augmenter évidemment tout ce qui est attractivité, on regarde tout ce qu'on peut faire, toutes les possibilités juridiques, légales, qui sont possibles pour augmenter les rémunérations, pour trouver des primes. Voilà, donc par exemple, le doublement des heures supplémentaires, le doublement du prix des heures supplémentaires qu'a annoncé le Premier ministre Jean Castex, ça c'est très favorable parce que ça a été très bien pris par les soignants notamment qui ont accepté du coup de faire davantage d'heures parce qu'elles étaient aussi doublées. Pardon, mais c'est étonnant parce qu'en 2021, quand même, le diplôme d'infirmier est la formation la plus demandée sur Parcoursup, oui, avec pratiquement 690 000 demandes. Comment est-ce que vous expliquez cet écart de situation entre les postes vacants et puis on va dire cet élan vers ce type de profession? Ouais, vous avez parfaitement raison. Si on prend sur Parcoursup, la formation qui est la plus demandée aujourd'hui, c'est celle d'infirmier. Donc effectivement, il y a énormément de demandes sur Parcoursup. La difficulté, c'est que elle est de plusieurs ordres. D'abord, pour former un infirmier, il faut 3 ans minimum pour être infirmier diplômé d'État. Il faut 4 ans pour être infirmier de bloc opératoire. Il faut 5 ans pour être infirmier anesthésiste. Donc, vous voyez, il faut quelques années. Mais disons qu'il faut 3 ans à minima. Donc, c'est vrai que Parcoursup, là, il y a un grand succès pour les formations de soignants. Mais néanmoins, il faut quelques années ensuite pour avoir des professionnels qui sont formés. La difficulté, c'est qu'il y a beaucoup d'étudiants aussi qui rentrent en première année dans les instituts de formation, mais qui abandonnent relativement vite ou avant d'être formés. Il y a aussi beaucoup de personnes qui arrêtent leur profession ou qui vont ailleurs à un moment donné au bout de quelques années d'exercice de leur vie professionnelle. On voit bien qu'on a une vraie difficulté aujourd'hui à garder, c'est ce qu'on appelle la fidélisation, à garder des professionnels de santé dans nos établissements.
parce qu'au bout de quelques années, ils ont envie d'aller voir ailleurs, ils ont envie de faire autre chose, ils ont envie d'aller en libéral, ils ont envie d'aller dans une clinique privée, ils ont envie de faire un autre métier, ils ont envie d'arrêter. Là, on a un vrai travail de fond à faire tous ensemble, parce que je pense qu'on l'a pas assez travaillé ces dernières années. C'est ce qu'on essaye de faire au CHU de Bordeaux. Et pour ça, aujourd'hui, on ne peut plus offrir simplement un poste avec une fiche de poste. Aujourd'hui, il faut offrir des conditions de travail qui soient à la hauteur des demandes et des attentes, notamment des jeunes professionnels, mais de l'ensemble des professionnels. Donc, je vous le disais tout à l'heure, avec les grands travaux que nous menons, c'est aussi offrir des conditions de travail qui soient les meilleures possibles. Mais il faut aussi apporter un ensemble un panel de propositions qui permettent à nos professionnels de santé de travailler avec davantage de sérénité. Je pense bien sûr aux places de crèche dont on a besoin, et on est en train d'augmenter le nombre de places de crèche et le nombre de crèches au CHU de Bordeaux, parce que tout professionnel de santé doit avoir droit à une place de crèche, parce qu'évidemment ça rassure terriblement quand on a une place de crèche à l'hôpital pour ses enfants. C'est les aider pour les logements, parce que les logements c'est souvent très cher, si on prend la région parisienne bien sûr, mais à Bordeaux, les loyers ont terriblement augmenté ces 10 dernières années. Je le sais, je suis bordelais, j'ai bien vu la différence en 10 ans, 15 ans. On a vu des prix augmenter fortement, donc il faut les aider. C'est ce qu'on fait avec la Caisse des dépôts et consignations, la CDC Habitat. On travaille on a déjà plus d'une centaine de logements pour nos professionnels de santé. On est en train de construire des logements sur nos terrains de manière à pouvoir loger, au moins pour les débuts de carrière, nos professionnels de santé qui en ont besoin. Et puis il faut pouvoir disposer de logements à prix attractifs, des logements de qualité à prix attractif pour nos professionnels de santé. C'est évidemment les transports. On travaille beaucoup avec la communauté urbaine pour pouvoir avoir des transports qui soient adaptés, parce que parfois on peut habiter loin et avec des difficultés pour accéder sur son lieu de travail. C'est pouvoir disposer de parking quand on vient de loin sur son lieu de travail et pas avoir à tourner autour de l'hôpital et évidemment de retarder. Bref, il faut offrir à l'ensemble de nos professionnels des conditions de travail, des conditions de vie qui soient les meilleures possibles, de manière à ce qu'ils aient envie de venir travailler chez nous, au CHU de Bordeaux, et qu'ils aient envie d'y rester. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'assez nouveau dans les hôpitaux. On l'a peut-être pas assez travaillé ces dernières années. Il va falloir s'adapter et travailler. Voilà, c'est ce qu'on fait depuis 2 ans. Ça commence à porter ses fruits. Ça n'est pas suffisant, mais je pense que c'est la bonne direction. Alors, on comprend l'ensemble de ces aspects qui tiennent aussi à la qualité de vie au travail des personnels. Vous qui avez été à la direction de cabinet de plusieurs ministres, on l'a dit, vous avez vu cette vision nationale du système de santé, et dans les sujets qui font débat également, il y a le sujet du modèle de financement de l'hôpital. Avec cette fameuse enveloppe globale qu'on appelle l'ONDAM, l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, qui est ventilée selon les actes réalisés à l'hôpital. C'est la fameuse T2A. Est-ce que, du fait de ce système, l'hôpital est bien tenu d'augmenter en permanence son activité ? Non, pas vraiment, parce qu'aujourd'hui, la tarification à l'activité, d'abord elle existe depuis 20 ans maintenant, puisque ça a commencé en 2002, 2003, pour son application 2004-2005, où ça a commencé à monter crescendo. Donc c'est déjà depuis presque 20 ans qu'on a la tarification à l'activité. Depuis en 20 ans, elle a terriblement évolué. La tarification à l'activité, c'est quoi ? C'est très simple. Je fais un acte, quel qu'il soit, et en correspondance, j'obtiens une somme d'argent. Avant ça, il y a 20 ans, on avait une enveloppe globale pour l'établissement qui ne bougeait pas ou qui bougeait de manière historique ou très peu d'une année sur l'autre. Que vous faisiez plus d'activité ou moins d'activité, changeait à peu près rien, vous touchiez la même somme. Ça n'était pas non plus très très vertueux, parce que ça ne vous poussait pas non plus à être rémunéré en fonction de ce que vous faisiez. Donc je crois qu'il y a une logique à la tarification d'activité. Quand je fais beaucoup, j'obtiens beaucoup, ce qui me semble
semble naturel. Mais la tarification à l'activité, elle a bougé. C'est plus aussi simple que ça. D'abord, la tarification à l'activité, si je prends le CHU de Bordeaux, ça n'est que 60% c'est déjà beaucoup, mais ça n'est que 60% de ce que le CHU touche tous les mois, puisque la tarification à l'activité, c'est aussi ce que nous obtenons en fin de mois, donc ce qui est aussi très intéressant pour la trésorerie, alors qu'avant, c'était une enveloppe annuelle. Et donc voilà. Mais à côté de ça, il y a évidemment tout ce qui est MIGAC, c'est-à-dire les enveloppes pour les missions d'intérêt général, c'est les enveloppes pour les mairies, c'est-à-dire tout ce qui est enveloppe pour les missions d'enseignement, de recherche, d'innovation. Vous avez également des aides complémentaires pour beaucoup d'activités au CHU. La tarification à l'activité, ça n'est pas simplement aujourd'hui de l'acte, mais c'est davantage de qualité également. Et c'est l'évolution naturelle, c'est-à-dire qu'on ne vous rémunère pas que sur le nombre d'actes, mais également sur la qualité de vos actes. Je pense que de toute façon, il n'y a pas de système de financement qui soit parfait. Quel qu'il soit, il a ses défauts. Ce qui compte, c'est de l'adapter tous les ans, de l'adapter en fonction des réalités de l'hôpital. On l'a vu d'ailleurs en ce moment. Depuis que nous sommes en crise sur la pandémie, nous ne sommes plus à la tarification à l'activité. Nous sommes dans un système d'enveloppe bloquée qui fait qu'on touche comme on touchait avant la pandémie, c'est-à-dire en 2019. Et c'était une très très bonne solution, c'est ce qu'on appelle la garantie de financement. Cette garantie de financement, elle a permis à l'ensemble des établissements qui ont vu leur activité chuter, évidemment, avec la pandémie Covid-19, eh bien d'avoir les mêmes sommes d'argent qu'elles avaient en 2019, c'est-à-dire avant la crise. Et par ailleurs, on a eu également des enveloppes pour les surcoûts Covid, parce qu'il a fallu évidemment organiser les dépistages, les vaccinations, les unités Covid dédiées Covid. Il a fallu organiser des filières de soins adaptées Covid, non Covid. Et on a obtenu également des sommes d'argent conséquentes pour s'adapter au Covid. Donc on le voit, on sait en France s'adapter, on sait évoluer. Moi je crois que le sujet, il n'est pas vraiment du système de financement, est-ce que c'est la tarification à l'activité, est-ce que c'est autre chose. De toute façon, ça évolue sans cesse. Donc à chaque fois qu'on en parle, on parle de quelque chose qui est déjà un peu daté. Ce qui compte, c'est l'enveloppe globale. C'est de savoir combien les Français, combien la population française, combien la nation a envie d'investir dans notre système de santé, lequel est de plus en plus exigeant et dans lequel on a de plus en plus de demandes, du fait évidemment du vieillissement de la population, du fait des maladies chroniques, du fait aujourd'hui de la pandémie, mais également du fait de changements des évolutions de notre société qui font que chacun d'entre nous a envie d'avoir une santé globale, une santé globale qui soit plus importante. Et donc, qu'est-ce que la nation a envie de mettre dans son système de santé, dans ses hôpitaux aujourd'hui. Je crois que c'est ça l'enjeu, davantage que la répartition par tarification à l'activité. Alors, toujours dans les sujets qu'aborde cette élection présidentielle, autour du système de santé, eh bien, il y a un débat autour des modèles de gestion hospitalière. Et dans ce cadre-là, on cite souvent le centre hospitalier de Valenciennes comme un modèle. Le président Macron a récemment mis cet établissement en avant, avec des chiffres qui circulent mentionnant un taux de 5% de personnel non soignant contre une moyenne de 30% en France. Dans les mots qui circulent aussi autour de cette présidentielle, on parle de la débureaucratisation de l'hôpital. Que pensez-vous de ces éléments ? Oui, c'est très intéressant de réfléchir sur le modèle hospitalier. Je connais très bien le centre hospitalier de Valenciennes et son directeur, qui est un ami à moi par ailleurs. D'abord, Valenciennes, c'est un modèle très intéressant et un modèle qui s'est construit dans le temps et qui remonte déjà à il y a une vingtaine d'années, une quinzaine d'années, où ils ont décidé à Valenciennes de s'organiser. Alors d'abord, c'est un centre hospitalier qui est plus petit, évidemment, qui n'est pas universitaire. Qui n'est pas universitaire, ce n'est pas un CHU, mais c'est un très beau centre hospitalier. Et ils ont décidé, lorsqu'il y a eu les organisations, notamment en pôle de médecine, de donner davantage
donner davantage de responsabilités, de délégations de gestion à l'ensemble de ces pôles, et c'est-à-dire que, par exemple, quand vous êtes un chef de pôle, donc dans votre pôle, vous avez davantage de délégations de gestion pour l'achat du matériel courant, pour évidemment recruter du personnel, pour disposer d'intérim. C'est vous qui décidez à l'échelle de votre pôle. Donc c'est très très intéressant comme modèle. C'est ce que nous faisons dans d'autres établissements et tout ça, mais pas à la hauteur de Valenciennes, qui est celui qui a la culture la plus grande dans la matière et qui a extrêmement bien travaillé sur le sujet. Donc c'est intéressant à reprendre. Sur les pourcentages que vous donnez... Juste le directeur général, Rodolphe Bourret, oui. se vante d'avoir délégué 90% de ses prérogatives. Voilà. Oui, je connais bien Rodolphe. On se voit très souvent, et puis là, il fait un extraordinaire travail, donc c'est très très bien. Je sais pas du tout, je suis pas capable de dire si c'est 80, 90%, etc. En tout cas, sur les chiffres que vous annoncez, sur les 30%, 5% de personnel administratif, etc. D'abord, c'est pas la réalité. C'est des chiffres qu'on entend en ce moment, mais qui sont faux. Il suffit d'aller voir sur le site du ministère de la Santé, d'aller voir les chiffres de l'adresse, vous allez voir tous les chiffres, et si je prends le CHU de Bordeaux, le personnel administratif, c'est 10%, c'est pas 30%, c'est pas 20%, c'est 10%, voilà, et la moyenne nationale du personnel administratif dans les établissements de santé, c'est environ 12%. Donc vous voyez, déjà, c'est pas tout à fait les mêmes chiffres. Dans ces personnels administratifs, si je prends l'exemple de Bordeaux, mais pour tous les établissements, vous avez 40% ou pas loin de secrétaire médical. Donc voilà, c'est certes du personnel administratif, mais c'est très demandé, les secrétaires médicales dans les services de soins. Après, tout dépend de ce que vous mettez dans les chiffres. Parce que si vous avez par exemple entièrement externalisé votre cuisine, votre blanchisserie, les services de transport, la sécurité, vous pouvez avoir des contrats. Vous sortez du périmètre, ce qui n'est pas le cas à Bordeaux, puisque nous avons nos propres cuisines, notre propre blanchisserie. Nous disposons de tous les moyens pour faire fonctionner le CHU. Tout dépend de ce que vous voulez. Bien sûr, vous pouvez faire baisser les chiffres terriblement si vous commencez à externaliser l'ensemble de vos prestations. Je ne suis pas sûr que c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui, en tout cas pour un gros établissement comme le nôtre. Moi, je n'y suis pas favorable parce que je pense qu'il faut avoir la maîtrise de l'ensemble de ces activités et la cuisine, la blanchisserie, c'est extrêmement important. Extrêmement important dans un hôpital. Donc voilà. Après, il faut comparer d'un modèle à l'autre. Moi, je pense qu'il faut arrêter ces batailles de chiffres. D'ailleurs, si on prend ces mêmes chiffres officiels et nationaux, vous êtes à 12% pour les hôpitaux publics de personnel administratif, vous êtes à 14% pour les cliniques privées à but lucratif. Donc on voit bien, et d'ailleurs c'est ce qu'on considère quand on se compare avec les standards européens et internationaux, on voit qu'en France, les hôpitaux sont plutôt sous-administrés, contrairement à ce que pensent les gens ou le disent, avec ces 12% de personnel administratif. Mais je pense que la bataille de chiffres, elle n'a aucun intérêt. Ce qui est intéressant dans le modèle de Valenciennes, c'est plutôt ce que je crois aussi, c'est faire confiance aux acteurs, c'est déléguer davantage. Alors ils ont aussi une formation spécifique à Valenciennes. Management, voilà, à la gestion, l'ensemble des chefs de pôle ont des formations très poussées en matière de management, évidemment, pour pouvoir gérer l'ensemble des activités de leur pôle. Moi, je pense que c'est très intéressant, que c'est un modèle qu'il faut reprendre. Il y a plein de points qu'il faut reprendre. Après, ça dépend aussi de la taille, ça dépend de la culture, ça dépend de beaucoup de choses dans chaque établissement. Mais de toute façon, c'est intéressant et c'est l'avenir. Moi, je pense que dans l'avenir, il faut déléguer davantage, il faut faire confiance au terrain, il faut faire confiance dans les acteurs du système, à tous les niveaux. Il faut faire confiance davantage dans tous les cadres de proximité, de manière à ce que on puisse appliquer une politique globale d'établissement au plus près du terrain, avec une autonomie des acteurs qui est extrêmement intéressante. Alors, dans les facteurs d'évolution, il y a aussi l'innovation.
Je crois que vous êtes en pointe sur ce dossier-là. Alors, dans les idées qui sont actuellement agitées ou mises en œuvre, il y a le sujet des hôtels hospitaliers, ces solutions qui permettent de désengorger les services. Au-delà de ça, il y a le cercle de l'innovation que vous avez mis en place autour du CHU de Bordeaux. Pouvez-vous nous dire comment l'innovation s'insère dans votre politique globale ? Oui, vous avez parfaitement raison. Quand je suis arrivé il y a un peu plus de 2 ans maintenant au CHU de Bordeaux, j'ai voulu mettre en avant l'innovation. L'innovation médicale, l'innovation paramédicale, l'innovation technologique, l'innovation managériale. Je pense que aujourd'hui, un CHU, une de ses fonctions premières, les soins bien sûr, la recherche, l'enseignement, c'est aussi l'innovation. L'innovation, c'est ce qui va porter les équipes et c'est ce qui permet de se projeter dans l'avenir et d'inventer la médecine, l'hôpital de demain. Donc en fait, on a créé un cercle de l'innovation quand je suis arrivé. L'idée est toute simple. On regroupe au sein de ce cercle de l'innovation les médecins et les paramédicaux les plus innovants, ceux qui ont des idées pour le futur, quelles qu'elles soient. Ça peut être une application nouvelle, ça peut être une nouvelle technologie, ça peut être de l'intelligence artificielle, ça peut être un travail sur l'entrepôt de données. Voilà, on se réunit ensemble en mettant dans ce même cercle les start-up locales qui travaillent sur ces sujets-là, les entreprises, les collectivités territoriales. On essaie de trouver à la fois tous ceux qui portent la technologie, ceux qui peuvent développer une excellente idée, nos médecins, nos chercheurs, tous ceux qui ont envie de travailler sur ce sujet-là, et puis évidemment les mettre en contact aussi avec des financeurs, et travailler ensemble, des juristes, des professionnels de la recherche et de l'innovation, de manière à structurer cet ensemble-là, et qu'une bonne idée, on puisse la développer, soit l'abandonner, soit la développer, soit dire, voilà, là il y a un sujet qui est vraiment intéressant, qui va porter ses fruits dans les années qui viennent. Comment on fait pour accompagner ces idées au plan juridique, au plan technique, au plan technologique, au plan administratif, essayer de la pousser de manière à ce qu'elle puisse émerger dans les années qui viennent. Tout ça pourquoi ? Pour qu'on ait les meilleurs soins possibles dans les années qui viennent. Je pense qu'il y a beaucoup d'idées, beaucoup d'innovations. Et ça a été un succès fou, ce cercle d'innovation. Dès le début, on a voulu faire moi, j'avais lancé ça un peu avec le président de la commission médicale d'établissement. On a lancé ça, on pensait avoir un succès d'estime dans les premiers temps, et pas du tout. Dès le premier mois, beaucoup de médecins, de paramédicaux ont levé la main, ont dit « moi j'ai une bonne idée, moi j'ai envie de travailler sur ça, moi j'ai envie de porter tel projet ». Et on a été un peu dépassé par notre propre invention avec un succès qu'on est en train de structurer au mieux, de manière aussi à l'insérer dans le nouveau CHU. Parce que le nouveau CHU, par exemple, si je prends l'hôpital Saint-André, qui est l'ancien Hôtel-Dieu classique, avec en plein cœur de la ville, comme on connaît dans les grandes villes françaises et même les plus petites villes d'ailleurs, puisqu'il y avait des Hôtels-Dieu un peu partout en France à la fin du Moyen-Âge, eh bien cet hôpital, on va le transformer en hôpital de centre-ville, un hôpital adapté à la population, adapté à la demande de la population, donc davantage de consultations, davantage de travail sur tout ce qui fait la spécificité de soins de centre-ville, avec une maison de santé universitaire par exemple, qui sera ouverte tous les jours. Et puis, un hôpital digital, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de start-up, on a beaucoup d'entreprises qui développent des projets en santé et qui ont besoin d'être au contact avec nos professionnels de santé. Et moi, je crois que ce qui est intéressant dans la vie, c'est de mettre en contact toutes ces personnes, de les faire travailler ensemble. On a besoin à tout moment de sa carrière de s'ouvrir sur les autres, de s'ouvrir sur le monde et d'inventer la médecine de demain. Alors, vous parlez de mobilisation des acteurs. Un des facteurs de mobilisation, c'est la crise du Covid, qui, encore une fois, nous assaille à travers cette 5e vague, et on ne sait pas combien de vagues nous aurons à faire. Cette crise, elle met l'hôpital véritablement en première ligne. Vous nous avez évoqué cette première expérience du premier patient au CHU de Bordeaux. Maintenant, le nouveau variant Omicron arrive. Quelle est, en quelques mots, l'organisation que vous mettez en place pour lutter et pour mobiliser l'ensemble des structures du CHU de Bordeaux ?
Oui, depuis 2 ans, on s'est organisé pour répondre à la demande, pour essayer d'éviter que les personnes qui sont atteintes du Covid et ceux qui ne le sont pas, d'éviter que ces personnes-là se croisent. Donc on a depuis 2 ans organisé des filières spécifiques, Covid, non Covid, de manière à ce que les patients ne se croisent pas dans une même unité. Parce qu'on peut être patient Covid et avoir besoin de soins en orthopédie, en gériatrie, en hématologie, enfin dans toutes les spécialités. Donc il faut pouvoir travailler. On n'est pas un patient Covid seul avec aucune autre pathologie. En général, on peut en avoir d'autres, d'autant que notamment les personnes que nous avons qui sont hospitalisées pour Covid, très souvent sont des personnes plus âgées et avec parfois des comorbidités ou des difficultés de santé par ailleurs, ce que l'on voit notamment en réanimation. Et donc il faut pouvoir essayer d'être le plus équitable possible avec des filières Covid, des filières non Covid. Donc on s'est totalement organisé de manière à éviter le croisement, à essayer de soigner tout le monde. La grande difficulté et sur laquelle il faut travailler pour éviter toute perte de chance pour nos concitoyens, c'est de ne pas se concentrer uniquement sur le Covid. Parce que c'est vrai qu'on en parle tellement que parfois on a tendance à se concentrer uniquement sur la réponse au Covid. Alors que il y a toutes les autres pathologies aujourd'hui. Il faut sanctuariser tout ce qui est évidemment oncologie, gynéco-obstétrique, pédiatrie, les greffes. Il faut pouvoir à tout moment répondre à la demande, aux besoins de la population, en faisant très attention à ce qu'il n'y ait pas de perte de chance pour chacun. Ça, c'est la grande difficulté à laquelle sont confrontés tous les hôpitaux aujourd'hui dans le monde. C'est comment concilier les deux, comment avoir des soins de qualité pour l'ensemble de la population et répondre en même temps à la demande Covid. Dans un contexte en plus où on manque de personnel, c'est extrêmement compliqué et on demande beaucoup. Je dois dire que je remercie encore une fois tous nos professionnels parce qu'ils s'investissent terriblement et on leur demande beaucoup depuis 2 ans, d'où la fatigue générale aujourd'hui. Alors je crois que vous voulez rendre hommage à ces personnels, aux soignants et aussi malades, à travers une exposition, quelque chose que vous organisez en ce moment ou qui va arriver. Oui. D'abord, on essaye de remercier au quotidien et de répondre aux demandes de l'ensemble des soignants et des hospitaliers en général, parce qu'on dit les soignants, mais c'est tous les hospitaliers qui sont concernés aujourd'hui, parce que tout le monde travaille beaucoup dans nos hôpitaux et spécifiquement au CHU bien sûr. Mais là vous parlez d'un ouvrage qu'on avait décidé de faire avec le professeur Denis Malvy qui est infectiologue. Comme on a eu le premier patient le 24 janvier 2020, on a tout de suite travaillé tous les deux sur le devoir de mémoire, à travailler sur rassembler des documents et travailler avec ceux qui étaient aux premières loges dans cette première année 2020. Donc là, on sort très, très prochainement un ouvrage sur 50 portraits d'hospitaliers du CHU de Bordeaux, des portraits à la fois une photographie en noir et blanc et à côté un récit sur ce qu'ils ont vécu pendant cette période. Et ces 50 portraits avec toutes les professions qui sont représentées, ceux qui ont été aux premières loges, notamment la première année, l'année 2020. Et voilà, c'est un très beau livre, à la fois un livre d'art, parce qu'il a de très belles photos et j'espère de beaux textes, mais également un vrai devoir de mémoire. Moi, je crois que les choses se succèdent, passent, et il faut garder la mémoire de ce que nous vivons aujourd'hui. Alors, vous avez été, on parle de mémoire, je sollicite la vôtre. Vous avez été longtemps donc directeur de cabinet adjoint de plusieurs ministres. Je voudrais qu'on parle de cette période-là, des politiques de santé et puis peut-être de la santé en 2022. Alors, quand on interroge les anciens ministres de la Santé, ils et elles évoquent la difficulté à concilier d'une part la rationalité, la science, et d'autre part la vie politique et les réseaux sociaux. Autour de ça, ils et elles évoquent une forme de solitude. Vous qui avez été donc en contact avec ces acteurs de premier plan, comment avez-vous vécu cet aspect
de la construction de la décision de politique publique? Alors effectivement, j'ai travaillé pour 3 ministres de la Santé, Roselyne Bachelot, Xavier Bertrand, Agnès Buzyn. C'était une expérience extrêmement passionnante, hein. J'ai vécu ça avec à la fois du plaisir, parce que j'ai eu 3 ministres très différents, 3 personnalités différentes, mais 3 ministres remarquables pour qui j'ai beaucoup d'estime et avec lesquels j'entretiens toujours d'excellentes relations. Les périodes de cabinet, c'est quelque chose de très différent. C'est un monde à part, hein. C'est un temps un peu vraiment différent, parce que d'abord on est au milieu, on est vraiment au milieu de la décision, au centre, au cœur de la décision politique. On travaille avec des ministres, avec des députés, avec des sénateurs, avec l'ensemble des autres ministères. Donc quand on arrive et qu'on est plongé dans ces cabinets ministériels, c'est vrai que c'est un monde extrêmement différent de ce que je connaissais moi précédemment à l'hôpital, par exemple. Voilà, donc on est plongé dans cette décision, on travaille énormément, c'est 24 heures sur 24, c'est tous les jours, c'est vraiment très difficile, hein. Tous les gens qui ont travaillé dans un cabinet ministériel le diront, mais en même temps, c'est très satisfaisant parce que on vit au quotidien des émotions, au rythme de décision parfois difficiles à prendre, hein. Et donc c'est vrai que c'est très prenant à la fois physiquement, moralement, émotionnellement. Voilà, moi j'ai vécu ça avec plaisir, même si c'était souvent extrêmement difficile, avec 3 ministres que j'ai vraiment beaucoup apprécié, et toujours avec des périodes différentes, parce que là vous parlez des réseaux sociaux par exemple, mais quand j'ai commencé en 2007 avec Roselyne Bachelot, à l'époque les réseaux sociaux c'est rien du tout, hein. C'est Facebook, c'est LinkedIn, à l'époque c'est Viadeo. Les réseaux sociaux, ça reste très professionnel ou très familial, très amical. Il n'y a pas Twitter, il n'y a pas du tout les réseaux sociaux qu'on connaît aujourd'hui. Il n'y a pas du tout les chaînes de télé en continu non plus. Elles commencent juste, mais elles marchent pas très bien. Ce qui compte encore en 2007 et jusqu'en 2010, c'est les grandes chaînes de télévision, c'est les grands journaux quotidiens, mais les réseaux sociaux, ils comptent relativement peu. Voilà. Ça n'empêche pas les polémiques, hein, puisque alors c'est en 2009-2010, mais vous avez vécu de l'intérieur, donc une prévention de pandémie, c'est le virus H1N1, ouais. pour lequel les achats de vaccins et de masques ont été faits, et à l'époque, en fait, ça a été pris dans une polémique, même s'il n'y avait pas les réseaux sociaux. Comment avez-vous vécu ça de l'intérieur, et peut-être avec un regard rétrospectif, hein? Oui, forcément, regard rétrospectif, parce que maintenant, ça remonte à 2009. À l'époque, c'était Roselyne Bachelot qui était ministre de la Santé. Moi, ce que j'ai vu, en tout cas, à l'époque, en 2009, c'est que la ministre de la Santé a décidé, avec le gouvernement, de mettre le paquet à l'époque. On ne connaissait pas ce virus H1N1. Au début, c'était la terreur. Tout le monde a oublié, hein, bien sûr. Mais au début, c'était la terreur dans le monde entier, hein. Tout le monde avait très peur de cette pandémie. Tout le monde pensait que ça allait nous affecter terriblement et être extrêmement mortel. Les premiers mois, d'ailleurs, c'est assez intéressant de regarder l'année 2009. Au début de l'année 2009, tout le monde reproche au gouvernement de ne pas en faire assez, et à la fin de 2009, on reproche d'en avoir trop fait. Donc ça, c'est toujours une grande difficulté en politique. Moi, ce que j'ai vu, en tout cas, c'est une ministre et un gouvernement qui s'engageaient à fond dans H1N1. On ne connaissait pas cette maladie, on écoutait les scientifiques, on écoutait ce qu'ils disaient. Ils disaient à l'époque qu'il fallait vacciner tout le monde, qu'il fallait 2 vaccins et qu'il fallait les protéger par des masques. Et donc, on a appliqué le principe de précaution, on a suivi ce que les scientifiques disaient et on a acheté presque suffisamment de vaccins pour faire une double dose à l'ensemble des Français. Et puis, la fameuse polémique de l'époque, avec plus d'1 milliard de masques qui ont été achetés, et effectivement, qui n'ont pas servi ou peu servi
parce que finalement le virus s'est révélé quelques mois après être moins virulent qu'il ne l'était et moins mortel qu'il semblait l'être au début. Mais moi je ne le regrette pas parce que je pense qu'en matière de santé, le principe de précaution est important. Je pense qu'il est important de défendre, de protéger notre population et donc voilà, il y a eu des polémiques. Je vous l'ai dit encore une fois, on en fait trop, on n'en fait pas assez, on en fait trop, on n'en fait pas assez. On voit bien que au fur et à mesure du temps, les opinions changent en la matière. Moi, ce que je pense, c'est qu'en matière de santé, on n'en fait jamais trop, qu'il faut protéger notre population. On le voit aujourd'hui. On voit que depuis 2 ans, on est sur une pandémie qui fait que le monde entier vit au rythme du Covid-19. C'est quand même incroyable. Si on en avait parlé il y a plus de 2 ans, vous m'auriez dit, mais non, mais c'est impossible, ça n'arrivera jamais. Tout le monde aurait dit ça. Personne n'aurait imaginé quelque chose comme ça. Il n'y a aucun film qui a imaginé ça aujourd'hui. Et là, on est depuis 2 ans dans cette difficulté et on ne sait pas si on en sortira dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an. Aucun de nous n'en a la moindre idée. Et donc, il faut être très vigilant là-dessus, faire attention au jugement trop hâtif. Il faut suivre la science. Moi, je crois en la science, je crois en nos médecins. Aujourd'hui, en plus, quand on est sur une pandémie, tous les pays du monde font en gros la même chose. C'est-à-dire, ils essayent de protéger leur population, ils essayent de vacciner le maximum de personnes, ils essayent de faire respecter l'ensemble des gestes barrières. Ils utilisent un pass vaccinal, un pass sanitaire. Tout le monde essaye de se projeter, de se protéger et de se projeter dans l'avenir pour sa population, et ça me paraît normal. Moi, je crois que la France et le gouvernement français le font. Tout gouvernement l'aurait fait, je pense, précédemment également. Et je pense qu'en la matière, eh bien oui, il y a des dépenses qui sont engagées, qui sont très importantes, mais avec succès, parce qu'on voit que la France s'en sort bien au plan économique notamment, parce qu'il y a eu des aides considérables pendant cette période. Et je crois que c'est un tout. On ne peut pas avoir simplement l'aspect sanitaire, il faut aussi regarder l'aspect économique, social, sociétal, qui est tout aussi important. Donc voilà, moi je ne regrette pas. Yann Lubien, vous l'avez dit, hein, la santé, ce n'est pas que la gestion de crise, c'est aussi les choix à long terme. Et depuis 2010, on assiste à une baisse continue du nombre de médecins généralistes. Cela est couplé avec un nombre croissant de passages aux urgences, oui, ce qui place l'hôpital public, notamment, en première ligne de la réponse aux besoins. Oui. Cette question de la substitution des médecins par l'hôpital, comment l'appréhendez-vous, vous qui êtes donc à la tête du CHU de Bordeaux ? Oui, on subit aussi les conséquences de 30 ou 40 ans de décisions qui étaient peut-être bonnes à un moment donné et qui le sont moins à un autre moment. Le numerus clausus qui a été imposé dans les années 70, à l'époque c'était pour limiter, et c'était dit tel quel, hein, c'était pour limiter le nombre de médecins, en France. Aujourd'hui on subit de plein fouet ce numerus clausus. Alors certes, il a été relevé largement depuis 10 ans maintenant. Certes, aujourd'hui il n'y a plus de numerus clausus en tant que tel. On augmente considérablement la formation des médecins. Le problème, c'est qu'un médecin, il faut 8 ans, 10 ans, 15 ans pour le former selon sa spécialité. Et puis on voit bien qu'il y a des médecins qui font autre chose ou qui ne travaillent plus de la même manière, ce qui est normal d'ailleurs, parce que chaque génération et chaque société travaille différemment de la précédente, et ça me paraît normal. Le problème que vous posez, il est réel, c'est celui de la désertification médicale et de la difficulté à trouver un médecin généraliste, alors que notre système de santé repose sur l'hôpital public d'une part et sur le médecin généraliste d'autre part. Le médecin généraliste en ville, qui est le pivot, qui doit conduire à avoir un parcours de soins structuré, et puis l'hôpital qui est là pour accueillir, évidemment, pour les hospitalisations, pour les soins, pour la chirurgie, etc. Donc on est aujourd'hui en difficulté parce qu'effectivement, il y a une augmentation constante du nombre de passages aux urgences, en gros 2 ou 3% de plus d'urgences par an. On le voit notamment, c'est encore plus frappant, aux urgences pédiatriques. Le manque de pédiatres en ville fait que des parents aujourd'hui inquiets
amènent leurs enfants, bien entendu, aux urgences pédiatriques. Et nous, en ce moment, on est vraiment embolisés en ce moment, et notamment par des consultations, et pas forcément par des hospitalisations après consultation, ce qui fait qu'on a de grosses difficultés. Moi, je pense que c'est ce qu'on essaye de faire. Je pense que tous les gouvernements essayent de le faire depuis des années. C'est essayer de recentrer sur le médecin généraliste. On voit qu'il y a beaucoup plus de médecins généralistes qui sont formés actuellement. La difficulté, c'est qu'ils ne veulent pas toujours s'installer dans les zones rurales, dans les zones les plus reculées, les plus difficiles. La désertification médicale, c'est souvent aussi un désert ou quelque chose qui est difficile. Voilà. Le problème qu'on a, c'est les petites villes, c'est les zones rurales, c'est les zones périurbaines. Dans certaines zones périurbaines, on a des difficultés aussi à trouver un médecin généraliste. Je crois qu'il n'y a pas de solution miracle. Je ne crois pas aux solutions coercitives. Je pense que on est sur la bonne voie depuis 10 ans en formant davantage de médecins. On en forme le double que les années précédentes. Simplement, ça va prendre un peu de temps pour former l'ensemble de ces médecins. Je crois beaucoup, parce qu'on parle beaucoup des médecins, mais je crois beaucoup aux paramédicaux. Et au rôle des pharmaciens qui ont eu un rôle très très important sur la vaccination, sur le dépistage. Aujourd'hui, ils ont vraiment un rôle moteur parce qu'ils sont partout sur le territoire. Mais je pense aussi aux paramédicaux et notamment aux infirmiers libéraux. Je crois que là, il y a un travail qui est mené sur le territoire qui est extrêmement intéressant. Et puis, on est en train de former des infirmiers en pratique avancée pour pouvoir aider dans certains domaines, notamment sur toutes les maladies, les pathologies chroniques, et également sur les urgences ou la psychiatrie. Je crois que c'est l'avenir, qu'il faut travailler davantage à un maillage territorial intéressant. Dans Ma Santé 2022, il y a eu des innovations en matière d'hôpital de proximité pour renforcer des hôpitaux de proximité qu'on avait parfois un peu oubliés et qui permettent d'avoir en premier recours quelque chose de très utile. Je pense qu'il y a un maillage territorial important, qu'il y a un travail de groupe, d'équipe à faire. C'est fini le médecin généraliste tout seul ou le médecin tout seul. On a besoin d'un travail en équipe, on a besoin de liens entre la ville et l'hôpital, on a besoin de liens entre le public et le privé, et je crois que c'est tout ça qui fait la qualité de notre système de santé. Aujourd'hui, on est dans une période qui est difficile pour beaucoup de Français parce qu'ils ont l'impression qu'ils n'arrivent pas à accéder à un médecin qui soit généraliste ou spécialiste. Il faut aussi utiliser les nouvelles technologies. En la matière, on a fait beaucoup en matière de télésanté, de télémédecine. D'ailleurs, dans la loi Ma Santé 2022, il y a beaucoup de choses sur le sujet, et c'est très très bien parce qu'on est passé de la télémédecine au télésoin, de manière à ce que les paramédicaux s'impliquent également là-dedans. On voit qu'on peut faire beaucoup de choses dans la matière. Si on prend l'exemple des AVC, on voit bien qu'à partir d'un centre comme celui de Bordeaux, on peut rayonner sur l'ensemble des autres établissements par la télémédecine également. Alors, vous avez évoqué effectivement les nombreux chantiers de cette loi Ma Santé 2022, mais qui effectivement a été percuté par le Covid-19. Néanmoins, il semble rester une sorte d'angle mort dans cette loi. C'est, alors, soit dans la loi, soit dans l'application, c'est le sujet de la coordination. Cette coordination qui est dans toutes les bouches entre la ville, la médecine de ville, l'hôpital et puis le secteur médico-social. Vous qui avez été à l'œuvre dans la création des agences régionales de santé, tant décriées à un certain moment, dont un des buts était la coordination plus forte de ces trois pans de notre système de santé, est-ce qu'on n'est pas là sur un constat de chemin à mi-parcours ? Oui, tant décrié aujourd'hui, mais très demandé à l'époque, parce que les agences régionales de santé, elles ont été créées en 2009 dans la loi Hôpital, Patient, Santé, Territoire. À l'époque, tous les acteurs de santé, sans aucune exception quasiment, demandaient la création de ces agences régionales de santé, justement pour coordonner l'ensemble des soins, parce que à l'époque, on avait 7 ou 8 structures très différentes entre les ARH, les DAS, les DRAS. On avait beaucoup de structures sur tout le territoire. Et l'idée, c'était de coordonner tous les services de santé et du médico-social pour qu'ils travaillent ensemble de manière coordonnée sur un territoire donné à l'échelle de la région. Et moi, je pense que
qu'aujourd'hui, ça fait encore écho à ce que tout le monde demande aujourd'hui. Tout le monde demande quoi? Demande des actions coordonnées sur le territoire, avec de la santé, du médico-social, du social. On a besoin de travailler sur tous ces aspects-là. Pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas? Dix ans plus tard, on a l'impression d'un constat qui se répète. D'abord, on y arrive quand même un peu. Je pense que les agences régionales de santé, elles font un bon travail sur l'ensemble des territoires. Après, il y a des territoires qui ont plus de difficultés que d'autres, et ce ne sont pas les ARS qui sont responsables de tout. Moi, je pense que, en tout cas, l'objectif est toujours là. Il y a encore des angles morts, comme vous le disiez tout à l'heure. Il y a peut-être des points sur lesquels encore il faut travailler. Mais la difficulté que nous avons, c'est surtout qu'aujourd'hui, on n'a pas assez de professionnels dans certains territoires qui ne permettent pas de faire cette coordination de manière idéale. On sait bien que d'un territoire à l'autre, on a une divergence énorme. Il y a certains départements qui n'ont plus certains médecins spécialistes, comme pédiatres ou gynéco, par exemple. Et donc là, comment on fait pour coordonner quelque chose quand on n'a plus de praticiens pour le faire? On pourrait parler aussi des psychiatres, bien entendu. Donc cette coordination, elle ne peut se faire aussi que progressivement, avec davantage de médecins et de professionnels de santé sur nos territoires, de manière à pouvoir les coordonner. Il y a peut-être des choses encore à améliorer, et sans doute il faut le faire, mais je pense qu'en tout cas c'est la bonne voie, et il ne faut pas tout jeter avec un bon projet, une bonne idée, avec quelque chose qui fait encore écho aux demandes d'aujourd'hui. Moi, quand je vais partout, on me dit toujours il faut une meilleure coordination territoriale, il faut davantage de coordination entre le sanitaire et le médico-social, ce qui est normal, et c'est ce qu'il faut, et c'est ce qui nous manque d'ailleurs aujourd'hui. La difficulté que nous avons, c'est que nous avons des statuts extrêmement différents, entre, si je prends juste les établissements de santé, on a les hôpitaux publics, on a les hôpitaux privés qui participent au service public, il y a les centres de lutte contre le cancer, il y a les cliniques privées à but lucratif. Après, vous allez trouver des cabinets libéraux, vous allez trouver évidemment les centres hospitaliers psychiatriques, vous allez trouver les EHPAD et tout ce qui est médico-social. Vous voyez, on a une énorme diversité sur le territoire. C'est à la fois très bien parce qu'on a une offre de soins de qualité et on a le choix. Et en même temps, ça rend beaucoup plus difficile, évidemment, toute coordination par rapport à certains pays qui ont soit 100% ou quasiment d'hôpitaux publics, soit d'hôpitaux privés, et qui ont des structures plus simples en matière juridique. Là, on a des personnels qui sont à statut différent, on a des structures qui sont à statut très différent. Voilà, c'est beaucoup plus difficile de les coordonner. C'est à la fois la grande qualité de notre système de santé, c'est il est très complexe, mais il est très complet. Et on a toute l'offre dans notre système de santé, et je pense que c'est ce qui fait sa qualité. La difficulté que ça entraîne, c'est qu'en termes de coordination, c'est beaucoup plus compliqué qu'ailleurs. Alors, Yann Bubien, au mois d'avril prochain, un nouveau président ou une nouvelle présidente sera élu pour 5 ans. Je sais qu'on peut vous demander conseil sur les sujets de santé, vous êtes une voix écoutée, vous avez déjà esquissé un certain nombre de pistes, mais quels seraient les 2 ou 3 points clés que vous pensez nécessaire de voir sur le nouveau quinquennat ou sur une perspective de 10 ans pour améliorer notre système de santé? D'abord, je crois, ça revient à la question précédente, la question du territoire, elle est primordiale. Il va falloir d'une manière ou d'une autre qu'on travaille davantage sur les territoires et à se coordonner les uns les autres. Donc on vient d'en parler, je ne vais pas revenir, mais on voit bien que c'est le cœur, le nœud du problème, et quel que soit votre statut, que vous soyez un hôpital public, une clinique privée ou un cabinet libéral, il va falloir que tout le monde réponde aux besoins de santé sur le territoire de manière très coordonnée. C'est vraiment l'enjeu d'aujourd'hui et de demain. Le deuxième point, c'est de travailler encore davantage sur les statuts. On voit les statuts, les rémunérations, l'attractivité, la fidélisation. On voit que sur les ressources humaines, on a un vrai sujet d'enjeu. Il y a eu le Ségur, c'est une très bonne chose, ça marche très bien. Il y a un travail encore plus important à faire, notamment sur les statuts des uns et des autres. Il va falloir trouver davantage de souplesse pour qu'on puisse
pour qu'on puisse adapter nos ressources humaines, notre gestion des ressources humaines aux demandes des professionnels d'aujourd'hui. On voit bien que là, on a un vrai sujet que sans doute personne n'avait vu à ce point, avec une désaffection sans doute aujourd'hui pour ces professions-là. Il va falloir travailler davantage et mieux travailler tout ce qui fait le service public aujourd'hui hospitalier, c'est-à-dire l'ensemble des contraintes. Travailler la nuit, travailler le week-end, travailler les jours fériés, eh bien, il va falloir revoir les choses différemment pour qu'on puisse avoir encore des personnes qui ont envie de travailler la nuit, le week-end, les jours fériés. L'hôpital, ça fonctionne 7 jours sur 7, tous les jours de l'année. Il faut qu'on puisse répondre à cette demande. On voit que les contraintes, tout ce qui sont les exigences du service public hospitalier, il va falloir travailler là-dessus et il va falloir rémunérer davantage les heures de nuit, les heures de week-end, les astreintes, les gardes. Il va falloir revoir tout ce qui est contrainte, me semble-t-il. En tout cas, on a un vrai sujet. Ressources humaines, conditions de travail, qualité de vie au travail, rémunération, statut. Ça va être un pan qui est vraiment très important. Troisième point, un point écologique, transition écologique. On a vraiment besoin aujourd'hui de travailler dans nos établissements de santé sur ces aspects-là. On voit bien que nos hôpitaux, qui sont les premiers employeurs de toutes les régions, qui ont beaucoup de consommation à la fois énergétique ou en matériel, on a une responsabilité écologique qui est très importante. Et là aussi, il va falloir que tous nos établissements s'engagent dans la transition écologique, dans le changement climatique, et il va falloir qu'on travaille tous ensemble de manière à améliorer les choses. Et dernier point, il va falloir qu'on soit toujours plus performant technologiquement et scientifiquement. On a parlé d'innovation tout à l'heure. Moi, je crois que c'est la clé du sujet, et il va falloir combiner plusieurs choses. À la fois, on le voit dans les établissements de santé, l'urgence du quotidien et travailler à plus long terme, parce qu'un hôpital, ça existe depuis des siècles. L'hôpital qui existe depuis des siècles, et il va continuer à exister très longtemps. Et donc, il faut penser l'avenir. Et puis, évidemment, penser à travailler tout ce qui est équipement, innovation technologique, parce que nos professionnels de santé, ils veulent avoir les outils les plus performants au service de l'ensemble des patients. Alors Yann Bubien, merci. J'aimerais que vous nous parliez, pour conclure, d'une bizarrerie ou d'une spécificité du CHU de Bordeaux. Je crois que vous êtes propriétaire de l'Opéra. Oui. Comment ces deux univers, l'hôpital et l'opéra, se sont rencontrés ? Ah oui, c'est vrai que c'est une spécificité bordelaise. Le CHU de Bordeaux est propriétaire du Grand Théâtre de Bordeaux. Le Grand Théâtre, c'est un bâtiment du XVIIIe siècle qui a été construit par Victor Louis et qui donc, depuis la loi du 8 Ventose en 12, depuis Napoléon, est propriété des hôpitaux de Bordeaux, et depuis plus de 2 siècles, donc, nous sommes propriétaires de ce grand théâtre. Alors c'est une spécificité, c'est la ville de Bordeaux qui s'en occupe avec l'Opéra de Bordeaux et qui le gère au quotidien, bien sûr. C'est pas le CHU qui s'en occupe, mais nous sommes propriétaires des murs. Nous avons une très belle convention récente qui date d'il y a moins d'1 an maintenant entre l'Opéra de Bordeaux et le CHU de Bordeaux, qui nous permet aujourd'hui d'accueillir par exemple tous les internes au Grand Théâtre. On fait des soirées d'accueil des internes. On a des opéras qui sont dédiés aux professionnels de santé du CHU de Bordeaux, et donc tous nos professionnels ont pu assister à Carmen par exemple, un opéra superbe qui était que pour les professionnels du CHU. On a des places réservées pour le CHU, on a des visites de l'opéra pour ceux qui le souhaitent à des moments donnés. C'est un très beau partenariat que nous avons avec l'Opéra de Bordeaux, avec la ville de Bordeaux, et moi je souhaite qu'on travaille là-dessus, parce que ça fait partie de notre histoire, de notre patrimoine. Et puis moi j'adore l'opéra, j'adore le Grand Théâtre. Le Grand Théâtre, c'est un opéra du XVIIIe siècle, absolument splendide, un bâtiment architectural merveilleux. Alors, merci Yann Bubien de nous avoir accueillis dans ces locaux du CHU de Bordeaux. On a pour habitude de demander à l'invité de présenter un objet, un ouvrage qui lui tient à cœur, en lien avec ce que nous avons échangé. Qu'avez-vous choisi ?
Eh bien, j'ai choisi justement pour faire écho à l'opéra et à ce dont on a parlé, un livre de Rosine Bachelot qui s'appelle Verdi amoureux. Tout le monde ne le connaît pas, mais c'est un livre qu'a écrit Rosine Bachelot sur le compositeur Verdi. Un livre très beau qu'elle m'a dédicacé. Elle m'a fait une très très belle dédicace. Voilà, et donc moi, pour mon très cher Yann Bubien, donc l'histoire de ce Verdi amoureux, voilà. Donc je voulais vous présenter ça pour faire écho à l'Opéra de Bordeaux, où on joue beaucoup de Verdi évidemment, c'est un des compositeurs les plus joués dans le monde, et puis Rosine Bachelot qui a été la première ministre de la Santé pour qui j'ai travaillé et pour qui j'ai une profonde amitié. Merci beaucoup. Merci à vous.